Bonjour à tous, bienvenue sur le petit podcast où l'on aborde le sujet de la pédiatrie en long et en large. Du médical au paramédical, en passant par les médecines parallèles, on tente ensemble de découvrir toutes les couleurs de ce kaléidoscope. Bienvenue, aujourd'hui on est avec Iris Roels, dentiste mais surtout pédodontiste, donc la dentisterie au niveau de la pédiatrie. Quelle est la prise en charge au niveau dentisterie pour vos enfants? Comment l'aborder avec vos enfants? Quelles sont les préventions à mettre en place? On va essayer de démystifier et de rendre ça un peu moins terrifiant pour vous aujourd'hui. Alors on ouvre bien les oreilles et on s'intéresse à ça avec Iris. Salut Iris. Salut Jérémy. Est-ce que tu veux bien dans un premier temps juste te présenter? Donc d'abord d'un point de vue privé, avoir une idée globale de qui tu es, et puis bien sûr d'un point de vue professionnel parce qu'on est quand même un petit peu là pour ça. Bien sûr. Donc moi c'est Iris, j'ai 30 ans. Je viens du Brabant wallon, mais je travaille du coup dans le Hainaut et dans le Namurois. Donc pour le coup je suis pédodontiste. Je suis sortie de l'UNIF il y a 7 ans maintenant. Et pour la petite histoire, j'ai d'abord travaillé 3 ans en tant que dentiste généraliste, mais parallèlement à ça, j'ai repris une formation dans l'audiovisuel pendant 3 ans en cours du jour. Donc j'ai un peu une double casquette. Je fais de la photo et de la dentisterie. Okay. Et c'est marrant parce que du coup en 2020, j'ai un peu pu jongler avec mes deux casquettes parce que je suis partie avec des potes à la fois dentistes et vidéastes faire un documentaire sur la problématique des soins de santé au Togo. Où là du coup j'ai pu faire de la dentisterie chez des enfants togolais et on a fait un documentaire du coup par rapport à tout ça. Ok. Et en vrai ça a été un peu un tournant dans ma carrière entre guillemets parce que ça faisait 3 ans que je travaillais parce que quand je suis revenue du Togo je me suis vraiment dit que j'adorais travailler avec les enfants parce que comme au Togo on a fait que ça, que travailler avec des enfants, faire de la prévention, faire des soins dentaires. J'ai vraiment voulu un peu explorer cette partie-là de la dentisterie. Et je crois que les choses n'arrivent pas par hasard parce que à cette période-là, j'ai été contactée par Rafaela Ionita, qui est pédodontiste, et en fait qui se mariait. Et elle cherchait un photographe pour son mariage, justement. Comme quoi tout est lié. Voilà, tout est lié. Et donc, de fil en aiguille, elle m'a dit en fait qu'elle cherchait quelqu'un pour travailler avec elle dans son cabinet pédiatrique. Et je me suis dit pourquoi pas. Et donc voilà, c'est comme ça que j'ai vraiment commencé à faire de la dentisterie vraiment axée pédiatrie, quoi. Ok, donc d'abord tu as un tronc commun de dentisterie globale, j'imagine. Mm-hmm. Et puis après, finalement, c'est quoi le parcours pour arriver vraiment dans la branche pédiatrique? Est-ce qu'il y a une formation complémentaire ou... Oui, en fait, si tu veux, pendant le cursus général de dentisterie, tu es déjà formé à la dentisterie pédiatrique. Donc, un dentiste qui sort de l'UNIF, il peut soigner des enfants. C'est juste que pour ceux qui le souhaitent, ils peuvent faire 2 ans supplémentaires à l'UNIF où ils sont déjà payés, etc. C'est juste qu'ils sont encore sous la supervision de dentistes pédiatriques pour justement approfondir un petit peu leurs connaissances. Ils ont encore des cours, etc. Et voilà, moi en l'occurrence, je l'ai pas fait. Donc voilà, je suis une supercherie. Je vais rentrer à la maison. Non, voilà, moi je l'ai pas fait. J'ai tout appris en fait sur le tas avec Rafaela. Je me suis énormément formée aussi sur le côté. Donc par exemple, je me suis formée à l'utilisation du Méopa. Donc c'est le gaz hilarant, le protoxyde d'azote qu'on utilise pour détendre les patients. Je me suis formée à tout ce qui est l'hypnose conversationnelle. Et tout ce qui est technique d'hypoanalgésie par l'hypnose. Et là, dernièrement, avec les filles de l'équipe, on a fait la formation Sérénitif pour tout ce qui était troubles orofacial, myofonctionnels, etc. Donc voilà, je pense que la dentisterie pédiatrique, avant tout, c'est une approche à avoir avec les enfants, une fibre à avoir, parce que même si tu as toutes les compétences du monde en dentisterie, si tu sais pas mettre un enfant en confiance, tu n'arriveras jamais à le soigner. Donc c'est avant tout quand même une fibre à avoir avec les enfants. Ok, donc tu travailles, si je ne me trompe pas, dans le cabinet pluridisciplinaire La Petite Dent, c'est ça. Qui se trouve à La Bruyère, à Émine exactement. Mais qu'est-ce que tu dirais de l'avantage du fait de travailler comme ça en équipe avec Rafaela, j'ai oublié son nom. Ionita. C'est quoi l'avantage finalement d'être une équipe globale, plusieurs corps de métier finalement, que tu sois toute seule dans ton cabinet personnel comme on voyait plus avant? Moi, j'avoue que déjà, d'une part, c'est parce que gérer un cabinet toute seule, c'est pas pour moi. Donc voilà, d'être dans un cabinet qui ne m'appartient pas, c'est aussi chouette de
pouvoir laisser cette partie administrative à quelqu'un d'autre, on va dire. Et alors aussi, surtout, c'est justement pour pouvoir débriefer des cas ensemble. On apprend énormément des autres au final. Moi, j'ai énormément appris de Raphaëla. Elle est formée aussi à tout ce qui est l'orthodontie interceptive avant les 9 ans, donc tous les traitements qu'on peut faire chez les enfants avant les 9 ans. Et même chose, c'est un puits de connaissances et c'est très chouette de pouvoir échanger ensemble. Parallèlement à la petite dent, je travaille aussi en milieu hospitalier. Je travaille pour le moment au CHR à Auvelais et à partir d'avril, je serai aussi au GHDC à Charleroi. Okay. Et pour le coup, l'hôpital, c'est vraiment différent du cabinet privé parce que en hôpital, on va plutôt prendre les cas un petit peu plus complexes, justement les patients un petit peu réfractaires chez qui on doit utiliser le fameux méopa, donc le protoxyde d'azote. Et dans certains cas, il y a certains patients qui finissent carrément en anesthésie générale. Donc par exemple, les enfants qui sont polycariés et qui sont tout petits, parce que oui, ça arrive, on a des enfants de 2-3 ans qui ont des caries partout. Bien évidemment, on ne peut pas se permettre de faire 10 séances au fauteuil. Donc dans ce cas-là, on les endort complètement. On fait tous les soins en une fois. Et comme ça, on repart sur de bonnes bases. Donc okay. J'ai vraiment ces deux pôles-là dans ma dentisterie, plus le cabinet privé et l'hôpital. Okay. Et l'avantage de l'hôpital, finalement, c'est d'avoir la possibilité de travailler avec le méopa, c'est ça, et l'anesthésie. C'est ça qui différencie du cabinet pluridisciplinaire. Vous ne pouvez pas faire ça en cabinet pluridisciplinaire. Alors maintenant, le méopa, on a accès au méopa au cabinet pluridisciplinaire, mais bien évidemment, pour les anesthésies générales, on a besoin d'un anesthésiste. Voilà. Je comprends. Vous écoutez le petit podcast. D'un point de vue plus pratique, ça fait quoi un pédodontiste ? C'est quoi les grandes prises en charge finalement que vous avez au quotidien ? On va distinguer pour moi 2 aspects. Tu as tout ce qui est préventif, donc ça va être les petits checks annuels qu'on va faire chez les enfants, c'est même 2 fois par an, tous les 6 mois. On va travailler tout ce qui est les habitudes alimentaires, les habitudes de brossage, on va regarder un petit peu le développement de la bouche, etc. Donc vraiment tout ce qui est prévention. Et puis on a l'aspect plus curatif, où là on va soigner des caries, faire des extractions dentaires, faire de l'orthodontie préventive, gérer les traumas aussi, parce que entre 0 et 3 ans, on ne tient pas encore très bien sur ses quilles, donc ça arrive quand même assez souvent d'avoir des petits traumas au cabinet. Ok, donc il y a souvent une petite dent cassée qui arrive. Exactement, tous les jours je crois. Et apparemment il faut cracher dans un pot, mettre le morceau de dent et venir chez le dentiste avec ce petit pot. Tu peux nous expliquer l'idée générale de la chose ? Alors, l'idée générale, donc on va faire la différence. Imagine, tu casses un morceau de ta dent. Effectivement, ça peut être judicieux de venir avec ton petit morceau de dent. On pourra voir si oui ou non on peut le recoller. Après, si maintenant, tu tombes vraiment très très fort et tu expulses ta dent, là c'est encore différent. C'est-à-dire que si c'est une dent de lait, malheureusement, on va jamais réimplanter une dent de lait parce qu'il y a trop de risques pour le germe de la dent d'adulte qui est dessous. Attends, expulse ta dent, l'entièreté de la dent qui est arrachée. Voilà, ça arrive. Donc parfois... Chez les petits-enfants. Oui. Donc, si ça arrive sur une dent de lait, on ne la remet jamais parce qu'il y a trop de risques pour le germe de la dent d'adulte. Par contre, chez un enfant qui va avoir 6-7 ans, qui a déjà ses dents d'adulte, si ça arrive, ce qu'on peut faire effectivement, c'est de ramasser les dents, toujours par la couronne. Donc on ne prend pas par la racine dentaire justement pour pas trop abîmer les petites cellules qui sont autour de la racine. Ah oui, donc on prend par le côté qu'on voit voilà, finalement dans la bouche. Okay. Et dans l'idéal, on la met dans un pot de liquide physiologique et on court chez son dentiste parce qu'au plus tôt on arrive chez le dentiste, au plus on a de chances de pouvoir faire quelque chose avec cette petite dent. Oui. Donc dans le liquide physiologique, ou est-ce qu'il faut cracher dans ce pot ? Alors... Parce qu'on n'a pas tout le temps du liquide physiologique. Oui, voilà. Mais écoute, alors, en fait, on évite l'eau parce que du coup, sinon, on a un problème d'osmose et du coup, ça fait éclater les petites cellules. Donc, c'est voilà, pas dans l'eau. On parle aussi parfois du lait, la salive. Voilà, c'est vrai que c'est soit lait, salive ou liquide physiologique, mais dans l'idéal, ça resterait quand même le liquide physiologique. Ok, et du lait, je pense que jamais j'aurais pensé à mettre ça sur la dent. Dans du lait. Ok. Et donc, à partir de quel âge on doit commencer à aller voir le pédodontiste avec son enfant ? J'imagine qu'il faut déjà avoir des dents dans cette petite bouche. Oui, c'est toujours mieux. Si je dis pas de bêtises, l'ONE préconise à partir de 2 ans. Mais en réalité, en vrai, on voit déjà des petits patients avant 2 ans. Pareil, si jamais ils tombent ou quoi que ce soit, on peut venir montrer quand même la bouche du petit s'il y a eu un petit accident. Ça n'empêche que
On brosse quand même dès qu'il y a des dents. On n'attend pas 2 ans avant de brosser les dents de son enfant. Ok. Et on commence à partir de quel âge on va brosser les dents? Dès qu'il y a des dents. Dès qu'il y a une dent? Dès qu'il y a une dent. Dès qu'il y a une première dent, on brosse la dent? Ouais. Ok. Voire peut-être même avant. Avant, on brosse les gencives? Voilà, exactement. Ah Pour oui. déjà instaurer une petite routine avec l'enfant. Ah oui, c'est plus pour la routine que Ouais. pour l'effet. Oui, et alors aussi parce que, en fait, parfois tu vas avoir des petits résidus de lait qui vont rester en bouche. Ouais. Et en vrai, ça peut macérer, ça peut donner une mauvaise haleine au bébé. Donc, ça va être préconisé d'utiliser les petits doigtiers en silicone avec des petits poils en silicone et on vient masser les petites gencives de bébé. Ah, donc c'est pas une brosse à dents. C'est pas, enfin, oui, c'est C'est un une petit mini truc. brosse à dents, mais que tu mets sur ton doigt. Ah, très mignon. Je ne Voilà. connaissais pas. Voilà, Ok, donc faut brosser les gencives du bébé avec la langue. on peut. Ok, et à partir de quel âge on fait ça? Directement à la naissance? On peut, oui, après quelques jours, quelques semaines, tout doucement déjà commencer à un peu stimuler Ok. les gencives. Et ça coûte combien une visite chez le pédodontiste? Alors, c'est indexé tous les ans. Je pense qu'ici, pour 2025, on est à, si je dis pas de bêtises, 56,50 €. Je suis pas certaine, je crois. Parce que, en vrai, j'en sais rien, parce que c'est remboursé en intégralité par la mutuelle. En intégralité? Ouais, Ah oui. jusqu'à 19 ans. Jusque 19 ans. Jusque Ouais, c'est bon 19 à ans. savoir. Nous, au cabinet, on est tiers payant, donc c'est vrai que les parents n'ont rien à avancer. C'est les mutuelles qui nous payent directement. Ok. Donc, Est-ce voilà. que c'est d'office que c'est remboursé à 100% ou est-ce qu'il faut faire une... Non, c'est chose d'office. avant? Tout ce qui est soins dentaires, on va dire, chez le dentiste classique, c'est remboursé en intégralité. C'est différent pour l'orthodontie, mais en tout cas, dentisterie, pédiatrique classique, c'est remboursé. Ok. Vous écoutez le petit podcast. Ok, et tu m'avais dit qu'il y avait quand même une notion de conventionné, déconventionné à Ouais. mettre en évidence, parce que tout le monde ne le sait pas, mais des fois on va chez le pédodontiste qui est déconventionné. Ouais. C'est normalement obligatoire de le stipuler dans la Oui. salle d'attente, si je ne me trompe pas. Oui. Mais c'est quoi la notion à savoir pour les parents qui vont chez le pédodontiste? Donc, conventionné, déconventionné, qu'est-ce que c'est? Donc, l'INAMI, elle va proposer une liste de prix indicatifs, on va dire, en début d'année. Et en tant que dentiste, on a le choix d'accepter cette liste de prix ou non. Si on accepte les prix de l'INAMI, en fait, pour nous récompenser, on a droit à une petite prime. À l'inverse, ceux qui veulent se déconventionner, donc ne pas respecter les tarifs de la convention, ils vont dire non, moi je préfère mettre les prix que j'ai envie. Ils vont pas avoir cette petite prime, mais effectivement, ils peuvent appliquer les prix qu'ils veulent. Donc, par exemple, à titre d'exemple, une consultation conventionnée, c'est 56,50 €. Si je suis déconventionnée, je peux dire par exemple, moi je vais la mettre à 60. Ok. Alors pour le patient, lui, qu'est-ce que ça change? Son remboursement va être le même, donc il va sur les 60 € récupérer 56,50 €, mais par contre il aura 3,50 € à sa charge du coup, qui correspond en fait à la partie déconventionnée. D'accord, mais la partie remboursée reste la même. Ça reste la même chose. Ok, mais par contre, il y a une partie donc, qui est variable en fonction du prix du praticien. Ouais. Ok, revenons un peu plus sur la pratique. Comment toi, tu gères le fait d'être le professionnel de santé redouté par les enfants, d'être un peu le tortionnaire Voilà. des bébés et des enfants, donc sans vouloir te vexer bien sûr, comment est-ce que tu gères ça et quels seraient les conseils que tu donnerais aux parents? En fait, c'est assez marrant parce que moi, je me vois pas du tout comme ça. Je me vois pas du tout comme quelqu'un qui torture les enfants et j'ai envie de dire heureusement parce que sinon, je sais pas comment je ferais pour dormir la nuit. Donc, justement, on vise... avec les filles du cabinet, on a justement cette vision de rendre la dentisterie à la limite presque ludique et d'un peu sortir de cette image qui est un peu dans l'inconscient collectif de l'arracheur de dents. C'est vraiment un cabinet, la petite dent, t'as l'impression d'arriver à Disneyland, quoi. Genre, la salle d'attente, il y a des jeux partout. Dans le cabinet, t'as une télé au plafond, t'as des dessins d'enfants partout. Enfin, c'est trop cool, quoi. C'est là que tu disais la capacité de s'adapter aux enfants était importante. C'est hyper important. Et en fait, on se rend compte que l'anxiété, au final, un enfant qui arrive anxieux, en fait, s'il ne sait pas ce que c'est le dentiste, il n'a pas de raison d'arriver anxieux. Souvent, l'anxiété, il va la récupérer de ses parents. Parce que les parents ont eu une mauvaise expérience quand ils étaient plus jeunes, ils vont la transmettre souvent inconsciemment à leur enfant. Ouais. Par exemple, un discours qu'on entend souvent dans la salle d'attente, c'est le parent qui dit à son enfant « T'inquiète, faut pas avoir peur, ça va pas faire mal, il va pas y avoir de piqûre. » Faut pas oublier qu'un enfant en dessous de 3 ans, il comprend pas la négation. Donc si tu lui dis ça, lui, il entend juste peur, mal, piqûre.
tu m'étonnes que l'enfant il arrive en mode qu'est-ce qui va se passer? Oui, on est déjà mal parti. Ouais, on est déjà mal parti. Donc c'est hyper important en fait dès le départ, en tant que parent, de faire gaffe au langage qu'on va utiliser. Mais en fait ça c'est valable un petit peu pour tout, mais juste garder en tête qu'un enfant il va pas comprendre la négation. Donc toujours important d'avoir des mots qui sont positifs pour éviter justement déjà d'ancrer des mots négatifs dans la tête de l'enfant. Et voilà, en fait, il faut nous faire confiance et lâcher prise par rapport à tout ça. Nous, on a vraiment tout un matériel qui est adapté pour la prise en charge pour les petits bouts de chou. Comme je dis, en fait, ça en devient presque ludique. Même moi, je t'avoue qu'en tant que dentiste, il y a du matériel, je sais même plus c'est quoi le nom officiel du matériel. Hein. Genre l'aspiration, pour moi, c'est l'aspirateur bisou-prout. La fraise, c'est le pinceau à paillettes. Enfin, en fait, tout est adapté pour l'enfant. Même l'anesthésie, on sort pas de grosses seringues comme on a pu voir par le passé. On a vraiment un système qu'on appelle le quick slipper. C'est une sorte de stylo qui fait des petites lumières. Et c'est presque complètement indolore pour l'enfant. T'as quand même toujours la petite pichenette, mais souvent avant on met un petit gel anesthésiant à la framboise local, pour voilà, une petite anesthésie locale avant de venir mettre notre stylo. Et ça combiné avec d'autres techniques, par exemple d'hypnose, de relaxation, ou parfois juste en fait détourner la tension. En fait, l'enfant il sent rien, il sent rien du tout. Et ouais. Donc là, important à retenir pour les parents, bien réfléchir aux mots qu'on utilise. Vraiment. C'est vrai que t'es pas la première à nous parler du fait de l'influence de ressenti des parents qui était reflétée chez l'enfant. Ah, c'est dingue. Donc même au-delà de, comme tu dis, de la dentisterie, c'est vrai que même moi j'aurais tendance à avoir peur pour mon enfant, peut-être déjà d'aller là de façon un peu plus apaisée en entendant tout ce que tu dis, que tout est déjà, on a avancé aussi dans tout ce qui était pris en charge, donc tout qui est adapté maintenant, ça fait plaisir. Et puis voilà, donc pour les parents, premier tips, premier conseil, faire attention à ce qu'on dit, c'est primordial. Et alors, intéressant aussi, avant 3 ans, on ne comprend pas la négation. Non. Donc peut-être tourner les choses autrement, ça serait peut-être bien de penser. Exactement, vraiment. Ok, très bon à savoir. De ton point de vue, toi qui es déjà depuis un certain moment dans la pédodontie, qu'est-ce que toi tu penses sur la prise en charge dentaire de nos enfants actuellement? Est-ce que durant ces 7 ans, si tu m'as bien compris, l'évolution, est-ce que la prise de conscience de l'hygiène bucco-dentaire justement est de plus en plus ancrée, ou justement on a un lâcher-prise complet et les gens ne savent plus où on en est à ce niveau-là? En fait, ça dépend de la mentalité des parents. Souvent, les parents qui ont eux-mêmes été éduqués à l'hygiène bucco-dentaire, ils arrivent à bien respecter les conseils qu'on va leur donner et à appliquer ça chez leurs enfants. Par contre, t'essayes, entre guillemets, d'éduquer des parents qui n'ont jamais eu de bonne hygiène bucco-dentaire, c'est très compliqué. Hein. Vraiment, à l'hôpital, moi j'ai déjà vu des parents qui arrivent avec leur enfant de 3 ans et ils ont littéralement des biberons de coca en venant chez le dentiste, et tu te dis qu'à ce moment-là, tu as du travail, quoi. Donc, je veux pas émettre de jugement, mais c'est vrai que même je pense que c'est important aussi de former les parents en fait à l'hygiène bucco-dentaire. Plus que l'enfant en tant que tel, parce qu'il ne sait pas ce qu'il fait à 3 ans, tu vois. Donc oui, c'est vrai, finalement, c'est complètement influencé par les parents. Oui, c'est très vrai. Vous écoutez le petit podcast. J'aimerais revenir juste sur une chose que tu nous disais juste avant, comme quoi tu as été formé en hypnose conversationnelle. Ça fait très magicien. Si tu peux nous en dire un peu plus, parce qu'on ne s'attend pas à entendre ce genre de mots dans un cabinet dentaire, et même pour les enfants, sans vouloir te vexer. Donc dis-nous un peu là-dessus. Qu'est-ce que c'est? Donc en fait, comment t'expliquer ça? L'enfant, quand il va arriver, donc un enfant anxieux, il est vraiment dans sa bulle d'anxiété. Et notre rôle à nous, c'est vraiment de le sortir de sa bulle d'anxiété pour le ramener dans une bulle justement plus confortable. Donc en fait, on va lui poser des questions qui vont paraître un petit peu anodines, mais ça va nous permettre de sortir des éléments de ce que lui, il aime faire. Donc, par exemple, tu vas lui demander qu'est-ce que tu as fait pendant tes dernières vacances, qu'est-ce que tu as aimé. Et ça va nous permettre aussi de déterminer quel sens travaille le plus chez l'enfant. Il y a des enfants chez qui c'est l'ouïe, d'autres c'est l'odorat, d'autres c'est le visuel, etc. Et donc par exemple, si l'enfant il va te dire moi j'ai été à la mer et j'ai adoré le bruit des vagues, et ben c'est tout des petites choses qu'on va récupérer et qu'on va pouvoir réutiliser par la suite pendant notre soin. Ah oui, de mettre le bruit des vagues par exemple. Oui, ou même de lui parler de ça. Et en fait, parce que le fait de lui parler des choses qu'il aime, ça va lui permettre en fait de se déconnecter un petit peu de son anxiété
pour le ramener justement dans le moment présent et dans des choses positives. Ok. Bon, ça va aussi bien plus loin que ça, mais en gros, c'est ça. C'est juste utiliser la conversation avec l'enfant pour savoir un petit peu ce qu'il aime, quels sens sont prioritaires en fait dans sa perception des choses et travailler autour de ça en fait. Ok, intéressant. Je ne connaissais Voilà. pas du tout. J'en viens maintenant au fait de... toi qui as déjà une expérience de 7-8 ans, si j'ai bien compris, comment tu perçois, toi, l'hygiène bucco-dentaire de nos enfants actuellement? Est-ce que tu trouves que les choses vont dans un bon sens ou plutôt justement que ça commence à se dégrader plus qu'autre chose? Pas spécialement. En gros, je pense que ça dépend surtout du parent. Si le parent a été éduqué à l'hygiène bucco-dentaire, ben, généralement, il va faire de même avec son enfant. Par contre, c'est sûr qu'un parent qui n'a pas du tout été éduqué à l'hygiène bucco-dentaire, ben, il va servir aussi à ça. Notre travail, c'est d'éduquer justement aux habitudes alimentaires et au brossage. J'ai des parents parfois qui sont pas au courant que donner de la grenadine en dessous de 3 ans, ben, c'est pas l'idéal. Donc on va reprendre les bases de l'alimentation, du brossage avec eux. Et voilà. Donc en fait, on tend justement vers tout ce qui est préventif de justement éduquer à l'hygiène bucco-dentaire, quoi. Ok, d'abord éduquer les parents pour qu'ils Ouais. puissent éduquer les enfants. Voilà. Je rebondis juste sur ce que tu nous as dit là. On ne donne pas de grenadine aux enfants avant 3 ans. Du coup, on aurait tendance à dire à partir de quel moment on peut se permettre de donner une boisson autre que de l'eau ou du lait pour nos enfants. En fait, tout est une question de dosage et de quand donner ce genre de boisson. Je vais jamais te dire de ne jamais prendre de grenadine, de coca, de jus ou quoi que ce soit, mais c'est juste que si c'est la boisson principale, ben, c'est pas dingue parce que c'est sucré. Mais par exemple, il y a un anniversaire, une boisson de fête, une fois de temps en temps, on peut donner un petit truc sucré, mais c'est juste que la boisson principale, c'est censé être de l'eau. On n'est pas censé boire de la grenadine toute la journée, quoi. Ok. Ça va ? Du coup, ben, on attendra quand même plus de 3 ans pour commencer ce genre de choses, quoi. Ouais, dans l'idéal, c'est quand même mieux, quoi. Ok. Est-ce que tu peux, une bonne fois pour toutes, nous expliquer quel serait pour toi le brossage de dents parfait pour un enfant de 3 ans? Je sais que c'est un acte anodin finalement parce que normalement on le fait tous les matins, tous les soirs. En tout cas, j'en ai l'espoir. Donc du coup, pour nous, ça paraît être une évidence, mais peut-être que finalement même nous, adultes, on le fait mal. Mais j'aimerais que tu nous expliques plutôt, pour les enfants, vu que c'est le sujet, quels seraient pour toi les points d'attention pour le parent pour brosser les dents d'un enfant de 3 ans? Bah écoute, on va même reprendre avant les 3 ans aussi. Okay. On va faire en fonction des tranches d'âge parce que ça évolue. D'accord. C'est comme un Pokémon, tu vois. D'accord. Donc, comme je te disais tout à l'heure, donc déjà avant l'apparition des premières dents, on peut déjà travailler avec un petit doigtier en silicone pour déjà un petit peu habituer l'enfant à avoir une routine de justement qu'on travaille un petit peu dans sa bouche. Dès l'apparition de la première dent, on peut passer du coup en brosse à dents. On essaie toujours de prendre la brosse à dents la plus petite pour commencer avec le poil le plus souple possible. Parce que sinon on risque d'agresser un petit peu trop les dents et les gencives, donc vraiment le poil le plus souple possible. Et on va pouvoir introduire le dentifrice. Alors là, désolée, je vais faire des mécontents, mais hyper important d'avoir du fluor dans le dentifrice. Il y a des recommandations à suivre, d'ailleurs, qui ont été données par c'est l'Union française de tout ce qui est santé bucco-dentaire qui a donné ces recommandations-là. Donc je ne sors pas ça de ma poche. Ça va. D'accord. Donc en fait, avant 3 ans, on va donner du dentifrice qui est dosé à hauteur de 1000 ppm de fluor. Donc on voit ça dans la liste des ingrédients. Il faut regarder simplement qu'il soit noté 1000 ppm de fluor. Avant 3 ans. Avant 3 ans. Ok. En termes de quantité, ça sert à rien de mettre tout le tube sur la brosse à dents. On met vraiment l'équivalent d'une trace, donc vraiment d'un petit grain de riz, c'est suffisant. À partir de 3 ans... Excuse-moi, je te coupe. Donc ça déjà à partir de une dent. Ouais. Tu commences déjà. Je viens brosser ma dent. Oui, tu viens brosser ta dent avec ta ma toute petite brosse à dents au poil souple. Vas-y, avec ton petit dentifrice. Ça va, ok. Ça va. De 3 à 6, du coup, on garde toujours du 1000 ppm de fluor, mais on peut passer à l'équivalent d'un petit pois. Ça va, donc en termes de quantité. En termes de quantité. Donc on passe du grain de riz au petit pois. Et à partir de 6 ans, on passe à du 1450 ppm de fluor. Oh là là. Ça va? Eh ben, je ne savais pas du tout ça. Voilà. Je savais même pas qu'il fallait faire attention à ces ppm de fluor. C'est hyper important.
Parce que je vous jure qu'on récupère des catastrophes au cabinet dès qu'on passe à un dentifrice qui est non fluoré. Parce qu'en fait, je vais pas rentrer dans les détails, mais nos dents, elles sont formées d'hydroxyapatite. Ce sont des cristaux en fait. Et ces cristaux, ils ont une certaine résistance à l'acidité. La carie, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est des petites bactéries qui vont utiliser le sucre pour libérer de l'acide, et cet acide va déminéraliser la dent, et c'est comme ça qu'on se retrouve avec un trou dans la dent. Le fluor, qu'est-ce qu'il va faire? C'est qu'il va interagir avec les cristaux d'hydroxyapatite pour former des cristaux d'hydroxyfluoroapatite. Et ce cristal, en fait, il est beaucoup plus résistant aux acides. Et donc, en fait, on a une meilleure résistance à la carie grâce au fluor. Il faut savoir qu'en termes de quantité, ce qu'on a dans un dentifrice, c'est vraiment presque, j'ai envie de dire, insignifiant. J'ai des parents parfois qui sont très stressés en mode « Oui, mais j'ai entendu dire que le fluor c'est mauvais pour la santé. » Oui, effectivement, si tu manges 3 tubes de dentifrice, c'est pas ouf. Mais en termes de comparaison, si tu bois une tasse de thé vert, le thé vert c'est riche en fluor. Je pense que c'est même plus riche en fluor que ta noisette de dentifrice que tu mets sur ta brosse à dents. Donc ça permet un petit peu de relativiser les choses en disant oui, effectivement, si tu manges 3 tubes de dentifrice, c'est pas dingue, mais la petite noisette que tu vas mettre sur ta brosse à dents le matin, c'est un peu insignifiant, quoi. Oui, mais indispensable visiblement. Indispensable. Vous écoutez le petit podcast. Ok. Ça va? Tu nous parlais de d'hydroxyapatite et de... Non, avec le fluor qu'on pouvait faire une maladie... la fluorose dentaire. La fluorose dentaire. C'est quoi ça, la fluorose dentaire? En gros, la fluorose dentaire, qu'est-ce que c'est? Donc, quand tu es encore enfant et que tes dents d'adulte sont en train de se former dans ton os, si tu absorbes trop de fluor à ce moment-là, donc comme je te disais, ça va entrer en interaction avec ta dent. Donc les cristaux d'hydroxyapatite vont devenir des cristaux de fluoroapatite. Donc un petit peu de fluor, c'est bien, mais en excès, tu perds un petit peu la trame initiale de la dent. Et là, effectivement, c'est comme pour tout, l'excès est pas bon. Et là, effectivement, tu peux avoir des dents qui deviennent plus fragiles. Donc en fait, tu as un effet bénéfice et puis d'un coup, au-delà d'un certain seuil, paf, tu repasses dans l'autre sens et on retourne vers quelque chose qui est plutôt négatif. On voyait ça beaucoup par le passé parce que l'eau de ville était fluorée. Et donc en fait, on avait trop de fluor dans notre système. Et puis à l'époque, on donnait aussi en plus des cachets de fluor. Donc en fait, fluor plus fluor, ça faisait des chocs à pic, quoi. Et donc, pour, et pour nos parents un peu plus stressés, est-ce qu'il est possible d'avoir une fluorose si je viens mettre trop de brosse à dents sur la brosse à dents de mon enfant? Vraiment, non. La noisette, non, c'est impossible. Impossible. Ouais, vraiment. Donc là... Si on respecte bien les dosages et la quantité, même si votre enfant ne s'est pas complètement craché le dentifrice, c'est pas grave. Il n'y a pas de stress à avoir. Donc plutôt des dentifrices industriels, on va les appeler comme ça, mais voilà, je veux dire avec du fluor dedans, que des dentifrices bio sans fluor. Peut-être qu'il y a du bio sans fluor. Du bio avec fluor. Oui, sans doute que ça doit exister. C'est juste pour faciliter les parents, je leur dis, en grande surface, vous pouvez regarder, prenez les grandes marques, a priori on est safe, quoi. Et donc en dessous de 3 ans, 1000, c'est ça? En dessous de 6 ans, c'est du 1000 ppm. C'est juste qu'en dessous de 3 ans, c'est vraiment en grainerie. Et puis entre 3 et 6, un petit pois. Et au-dessus de 6 ans, alors, on est à 1400. 1450. Et ça, c'est le même dosage que pour les adultes. Donc au-dessus de 6 ans, finalement, ça ne bouge plus. Ça ne bouge plus. Donc par exemple, si un enfant de 6 ans veut utiliser le dentifrice de ses parents, il peut. Voilà. Ça va. Alors la question maintenant, c'est est-ce qu'il faut laisser nos enfants se laver les dents tout seuls quand ils y arrivent, ou est-ce que c'est le parent qui doit le faire, et si oui, jusqu'à quel âge? Parce qu'on parle d'autonomie, il faut que l'enfant soit autonome, soit autonome. Jusqu'à quel point, et est-ce que ça aide finalement qu'il le fasse lui-même ou pas? Donc, avant 6 ans, c'est le parent qui doit brosser les dents de son enfant. Alors, petit conseil, parce que je sais que pour les petits, jusque 2-3 ans, c'est toujours un petit peu sportif. Un truc qui va vraiment aider, c'est de coucher l'enfant. Donc, par exemple, l'adulte peut s'asseoir par terre, jambes écartées. L'enfant va vraiment se coucher sur le dos, tête vers le parent. Et ça permet vraiment de bien voir toutes les faces dentaires et de brosser au mieux. Une fois qu'on a un petit peu plus de compliance de l'enfant, parce que c'est généralement 2-3 ans où c'est un petit peu toujours... la croix et la bannière pour le brossage, mais voilà, à partir de 3 ans, on peut le faire normalement avec lui debout, mais avant ça, on peut le coucher pour avoir plus simple à brosser les dents.
Un autre conseil que je vais donner aussi, mais ça c'est propre à moi, c'est vrai qu'à partir de 3 ans, je trouve ça quand même intéressant de passer en brosse à dents électrique. Par exemple, je sais pas si je peux citer des marques. Tu peux citer des marques. Ouais. Oral-B. Et ils font des petites brosses à dents pour les enfants et je trouve que ça marche vraiment très bien parce que du coup pour le parent, on doit moins se concentrer sur le mouvement à faire avec la brosse à dents mais juste sur la position de la brosse à dents. Okay. Ça va ? Quand on brosse les dents de notre enfant, il faut penser qu'on a vraiment 3 côtés à brosser au niveau des dents. On a tout le côté qui regarde les joues et les lèvres, tout le côté qui regarde le palais ou la langue et le côté qui mord. Ça va ? Donc le fait d'avoir cette brosse à dents électrique, on ne doit pas se concentrer sur le mouvement mais juste sur la position et on essaye de suivre un petit circuit comme ça pour bien passer partout. Ça permet aussi justement à l'enfant, si jamais il veut un peu participer au brossage, son brossage sera un petit peu plus efficace que s'il le faisait lui-même à la manuelle. Donc ça c'est les recommandations avant 6 ans. À partir de 6 ans, il peut tout doucement commencer à le faire à lui-même mais toujours sous supervision d'un parent. En gros, on donne toujours l'exemple des lacets. On estime qu'un enfant qui ne sait toujours pas faire ses lacets n'a pas la dextérité nécessaire que pour brosser ses dents lui-même. Ok, ça va ? Inattendu. Voilà. Même chose, on n'a qu'à regarder les dessins des enfants. On voit que c'est toujours un petit peu abstrait les dessins d'enfants. Donc, on ne peut pas demander à un enfant qui ne sait pas colorier hors des lignes de se brosser les dents lui-même. Donc, important d'avoir ça en tête justement dans le développement, on va dire, plus psychomote de l'enfant. Oui, donc on peut se référer à la dextérité du coloriage c'est ça, pour la dextérité et des lacets pour se laver les dents tout seul. Voilà. Okay. Et donc, jusqu'à 8 ans, vraiment supervisé. À partir de 8 ans, on peut commencer à le faire tout seul si le parent et le dentiste jugent que ça a l'air d'être OK. J'ai certains patients qui ont 10 ans et les parents passent encore derrière parce qu'ils n'y arrivent toujours pas. Donc, voilà. Okay. 2 questions. Je vais aller une par une. La première, est-ce que tu dis 3 faces et est-ce qu'on doit passer du fil dentaire chez nos enfants ? On peut, si c'est OK pour l'enfant. Mais alors, on essaie plutôt de passer... Il y a des sortes de petits arcs avec un fil déjà prétendu là. C'est plus facile de passer entre les dents. Après, il faut savoir que logiquement, si tout va bien, avant 6 ans, nos enfants sont censés avoir des petits espaces entre les dents de lait. Parce que si tu veux... À 3 ans, on est censé avoir toutes nos dents de lait. Ok ? Or, entre 3 et 6 ans, on n'a pas de nouvelles dents qui arrivent, mais on grandit. Et donc, en fait, la mâchoire grandit, les dents ont plus de place, et donc elles s'écartent. Et donc, techniquement, avant 6 ans, on est censé ne pas avoir besoin de passer de fil dentaire parce que les dents ne sont pas collées, et donc toutes les faces sont, pour ainsi dire, accessibles. Mais par contre, c'est vrai que passé 6 ans, quand la permutation dentaire commence, que les nouvelles dents arrivent, et si on voit que les dents sont un petit peu serrées, on peut, si on veut, passer du fil dentaire. Vous écoutez le petit podcast. Et pour le parent, parce que tu parlais du brossage électrique, c'est une chose, et le brossage manuel, il faut faire comment alors pour les enfants ? Ils sont sur le dos, ça c'est pas mal. Et puis comme mouvement, il y a un qui m'intéresse. Des petits ronds. Des petits ronds. Donc on vient vraiment faire des petits ronds en visant à chaque fois, moi je dis la jonction entre la dent et la gencive, pour bien venir retirer les petites crasses qui se mettent là. Ok. J'ai lu que apparemment le nombre de temps de repas ou de goûter, donc le nombre de repas ou de goûter par jour, influençait l'acidité de la bouche de nos enfants, et que donc il fallait faire attention de ne pas grignoter sans cesse plusieurs fois dans la journée, mais plutôt avoir des temps bien définis et de diminuer le nombre de répétitions. Tu peux nous en dire plus ? Eh bien, c'est vrai, donc on doit faire gaffe à ne pas grignoter. Je pense que c'est un peu la base du dentiste, on dit souvent attention grignotage, c'est voilà, ce qu'on dit souvent. Parce qu'en fait, quand on va manger, on va avoir une libération, on va avoir le pH buccal qui va diminuer. Donc on va être dans un milieu qui est plus acide. Comme je t'expliquais tout à l'heure, la dent c'est quelque chose qui est minéral, et donc du minéral plus de l'acidité, ça entraîne des déminéralisations des dents. Donc quand on mange, ça devient plus acide, les dents se déminéralisent de manière vraiment superficielle, microscopique, ça se voit pas à l'œil nu. Et ce qui va se passer, c'est qu'en fin de repas, naturellement avec la salive en fait va tamponner cette acidité et on va revenir dans un milieu de nouveau à pH normal, si tu veux. Et les dents vont se reminéraliser justement avec les minéraux qui sont dans la salive. D'accord. Donc selon cette logique-là, on essaye de bien respecter les temps de repas, parce que si on commence à grignoter toute la journée, ça veut dire qu'on est constamment en pic acide, et c'est à ce moment-là qu'on fragilise on n'arrive pas à finir le cycle. C'est ça. Et par rapport à ça, justement, c'est valable aussi pour les boissons.
comme je disais, les boissons sucrées, c'est vraiment à éviter parce que du coup, si on prend une gorgée de grenadine comme ça tout au long de la journée, même chose, ça veut dire qu'on est tout le temps en phase acide. Et alors, parallèlement à ça, ça me permet de répondre aussi à la question qu'on me pose souvent, est-ce qu'il faut brosser les dents avant ou après avoir mangé ? Je ne sais pas si tu te poses cette question-là, toi. Mais le matin, la question vient le matin, est-ce qu'on se lave les dents en sortant du lit ou après le déjeuner ? Voilà. En fait, d'un point de vue minéralisation des dents, c'est mieux de brosser avant parce que si tu brosses directement après avoir fini ton déjeuner, comme je te disais, ça veut dire que ton émail il est légèrement déminéralisé. Ah oui. Et donc en passant ta brosse à dents, tu risques de retirer cette petite couche d'émail qui est entre guillemets mou à cause de l'acidité. Donc l'idéal c'est de soit te brosser avant déjeuner ou alors t'attends la fin de ton fameux pic, donc plus ou moins 20 à 30 minutes après la fin de ton déjeuner. Ok. Ça, ce serait l'idéal même. Mais donc tout ce volet qu'on vient de discuter, là, plutôt alimentaire avec des temps de repas, etc., c'est enfant, mais adulte aussi, ça. Ah oui, c'est valable pour tout le monde. Ok. Ouais. Ok, alors maintenant plutôt pour vraiment les jeunes enfants, j'ai entendu dire que l'allaitement aurait un impact sur la formation de caries. Est-ce que tu as un avis là-dessus ? Mais donc en fait, pour avoir lu un article qui parlait justement du lait maternel vs le lait artificiel, le lait maternel, il va être un petit peu plus riche en enzymes qui vont contrer les bactéries qui sont cariogènes, je vais y arriver. Cariogènes. Voilà. Okay. À l'inverse du lait artificiel. Mais par contre, l'avantage du lait artificiel, c'est qu'il va être moins riche en lactose que le lait maternel. Donc en fait, j'ai envie de dire que c'est un peu kiff-kiff. Il n'y a pas un lait qui va être plus embêtant en termes de caries que l'autre. Okay. Ça n'empêche que l'allaitement reste quand même, on va dire, privilégié pour le nourrisson jusque 6 mois. Selon l'OMS, il peut même être prolongé jusque 2 ans. C'est juste qu'on a des petites... entre guillemets des petites conditions à respecter dans le sens où au-delà de 6 mois, généralement 6 mois c'est l'apparition des premières dents, au-delà de 6 mois on essaye de plus avoir un allaitement à la demande, c'est-à-dire qu'au même titre que ce qu'on parlait tantôt des grignotages, on essaye vraiment de cloisonner l'allaitement au moment du repas. Je pense qu'on est censé ne pas dépasser 5 prises de lait par jour. Okay. On fait aussi super attention à pas habituer le nourrisson à s'endormir au sein. Parce que si on fait ça, ça veut dire que l'enfant reste la nuit avec du lait qui macère en bouche. Ça veut dire qu'on augmente vraiment grandement le risque de caries. Donc s'il y a un bibi de lait ou un sein avant d'aller dormir, il faut qu'on brosse les dents juste après. Ça va. Mais fondamentalement, l'allaitement jusqu'à 6 mois est vraiment recommandé, ne serait-ce aussi que pour le développement de la sphère orofaciale et de tout plein de fonctions au niveau de la bouche, quoi. Ok, donc l'allaitement aurait un rôle aussi dans le développement de la mâchoire, etc. Ouais. Ok. Si tu avais 3 conseils à donner aux parents qui nous écoutent, 3 conseils primordiaux qui te semblent indispensables pour l'hygiène bucco-dentaire, de nos enfants, ce seraient lesquels ? Ça va reprendre un petit peu ce dont on a déjà parlé. Donc déjà, les conseils par rapport à l'alimentation. Donc comme je disais, on essaye de se limiter à 4 temps de repas sur la journée. On fait attention aux boissons sucrées. On fait attention au sucre. Puis deuxième conseil, le brossage. Voilà, on essaye de brosser 2 fois par jour, matin et soir, en respectant ce que je disais par rapport au fluor, par rapport aux brosses à dents, etc. Et alors, dernier conseil que je pourrais donner aux parents et qui est assez méconnu, c'est regardez un petit peu comment votre enfant respire. Parce que les gens ne le savent pas spécialement, mais physiologiquement, on est censé respirer par notre nez et pas par notre bouche. Or, on voit souvent des petits bouts de chou qui dorment bouche ouverte ou qui sont même la journée bouche ouverte. Et ça, c'est vraiment pas l'idéal parce que ça entraîne en fait un déséquilibre au niveau de la flore buccale. En fait, la salive justement ne sait pas bien venir faire son rôle de tampon acide, ni ce rôle un petit peu d'auto-nettoyage buccal. Et donc en fait, on va avoir une augmentation du risque de caries chez les respirateurs buccales. Quelle est la cause justement à cette respiration buccale ? Il y a 2 grandes causes. Soit tout ce qui est problème ORL, donc par exemple les grosses végétations, les grosses amygdales, etc. L'enfant a du mal à utiliser son nez, du coup il respire bouche ouverte pour un petit peu compenser. Tout ce qui est les tétines, etc. C'est vrai qu'on n'en a pas parlé, mais dans l'idéal, grand maximum 3 ans pour arrêter les tétines. Est-ce qu'il y a des tétines que tu préconises par rapport à d'autres ? En fait, il faut vraiment essayer de trouver les tétines les plus plates et les plus petites possibles. Et l'idéal, c'est vraiment
Voilà, la tétine est quand même importante, on va dire, les premiers mois de vie, parce que ça rassure l'enfant, etc. Il faudrait essayer de l'arrêter pour les 1 an, grand maximum 3 ans pour arrêter la tétine. Ok. Et alors l'autre cause aussi pour la respiration buccale, c'est tout ce qui est les freins de langue qui sont restrictifs, qui vont avoir tendance aussi à entraîner une respiration buccale plutôt nocturne. Ok. Est-ce qu'un enfant qui a une respiration buccale, c'est vraiment un point d'alerte pour le parent, où il ne faut pas non plus dramatiser et se dire, voilà, on va peut-être faire d'abord le point avec l'ORL, ou alors c'est d'office quelque chose qui est un signe qu'il y a un souci au niveau des amygdales ou des freins? Ouais, bon, pour moi, il faut consulter. Il faut consulter d'office. Ouais, parce que... Si c'est vraiment une respiration récurrente, vous arrivez Oui, voilà. Si l'enfant est un petit peu enrhumé une fois de temps en temps et que du coup il respire par la bouche, même nous en tant qu'adultes, voilà, ça arrive. Mais si on voit que c'est vraiment récurrent et qu'il est tout le temps bouche ouverte, effectivement, il faut consulter parce que ça veut dire qu'il y a quelque chose qui obstrue. Ou si, imaginons, il a eu des grosses allergies et que c'est passé, mais qu'il garde cette habitude de la respiration buccale, il faut peut-être voir quand même pour rééduquer à la respiration nasale. D'accord. Et ça se fait par qui? Par un kiné. Peut-être les logos aussi. Mais les kinés ou les logos. Ouais. Ok. Mais on va revenir juste une seconde sur ce que tu disais avant par rapport aux freins, parce que c'est un sujet qui est fort d'actualité pour le moment. Couper, pas couper, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est quoi un frein d'abord? Si tu sais notamment nous expliquer le point de départ, qu'est-ce qu'est un frein? On va dire, à mon échelle, en tant que dentiste, un petit frein, en quoi est-ce que ça m'embête? Donc le frein de langue restrictif, il va empêcher... D'abord, avant le problème, juste nous expliquer c'est quoi concrètement un frein. Qu'est-ce que c'est le frein de langue? En gros, tu as ta langue et elle est retenue par un frein de langue qui vient en fait prendre insertion au niveau du plancher buccal qui est ici sous ta mandibule. Donc ce frein, il peut être plus ou moins grand. Ça va. C'est comme quand je fais comme ça, c'est ce que je vois en dessous de ma lèvre, quoi. C'est ça, sauf que c'est au niveau de la langue. Du coup. Ça va. D'accord. Un frein qui est restrictif, qu'est-ce qui va entraîner? En fait, si tu as ce petit filet qui pousse la langue vers le bas, tu es un petit peu limité dans tes mouvements. Donc en fait, il y aura un problème d'amplitude de mouvements linguaux. Par exemple, tu sais pas bien venir ventouser ta langue au palais. Et en fait, il va avoir plein de conséquences. Par exemple, au niveau de la phonation, il y a certains sons qui vont être difficiles à prononcer. Au niveau de l'alimentation aussi, ça peut entraîner des petits troubles de l'oralité parce que du coup, comme cette langue ne sait pas bien venir se mettre partout en bouche, il y a certaines textures qui vont être désagréables pour le patient. On peut avoir aussi des déglutitions qui restent immatures. Ça va aussi donner des problèmes au niveau du développement de la bouche, enfin de la sphère orofaciale de manière générale, parce que comme cette langue ne sait pas bien venir se ventouser au niveau du palais, le palais il n'est pas stimulé. Et donc en fait, comme il n'est pas stimulé, il ne sait pas bien s'élargir et bien grandir. Sauf qu'au-dessus du palais, on a les sinus. Donc en fait, il y a tout qui reste tout petit là, parce que cette langue reste fort basse. Ça va donner des problèmes aussi d'orthodontie, puisque qui dit petit palais dit dents qui ne savent pas vraiment trouver la place nécessaire. Et alors, ça va aussi entraîner des problèmes au niveau du sommeil. Et c'est surtout ça, en fait, qui nous embête aussi beaucoup à l'heure actuelle. Parce qu'en fait, les troubles du sommeil chez l'enfant, ça va entraîner différents symptômes, comme par exemple des problèmes au niveau du développement, des problèmes d'obésité, des troubles d'attention, des troubles de concentration, etc. Et c'est tous des petits symptômes qui vont faire penser, par exemple, au TDA, ou à tout ce qui est les symptômes dyscalculie, dysorthographie, etc. Alors qu'au final, ça vient simplement d'un problème de sommeil. Et donc, il y a un peu un diagnostic différentiel à faire, où parfois on va facilement mettre un enfant dans la case hyperactif, alors qu'on n'a pas analysé son sommeil, et qu'en fait, on voit qu'il fait des apnées à crever à cause d'un frein de langue qui est trop court. Parce qu'en fait... Pardon. Et une apnée, parce que tu dis un enfant qui va faire des apnées dans le sommeil, c'est quoi? Donc, en gros... si ta langue ne sait pas bien venir se ventouser au palais, la nuit, quand tu vas dormir, la langue, en fait, elle va venir un peu faire poids au niveau de tes voies respiratoires. Et donc, du coup, l'air, elle ne s'est pas bien passer. Donc, c'est pour ça qu'on fait des apnées du sommeil. C'est l'air qui passe pas bien. Et donc, du coup, tu t'imagines bien que ça entraîne un sommeil qui est pas dingue, quoi. Donc l'enfant se réveille à chaque fois pour respirer? Pas spécialement, non, je pense que c'est assez inconscient, mais c'est juste que du coup, tu ne sais pas rentrer en phase profonde de sommeil, et donc ton sommeil n'est pas réparateur. Alors, on ne se rend pas compte toujours de tout ce qui est en jeu derrière. Et donc du coup, on coupe ou on coupe pas ce frein? Ah oui, parce que du coup, je réponds pas à ma question, on coupe ou on coupe pas.
Donc, chez un enfant chez qui on voit qu'il y a un frein de langue qui est restrictif, pour moi, il faut couper, mais important de bien rééduquer derrière. Parce que si on coupe, mais qu'on n'aide pas à la cicatrisation, on risque d'avoir la langue qui va, entre guillemets, se réankyloser, donc en fait, qui va recicatriser en position initiale. Ah ouais. Mais surtout, il faut aussi rééduquer pour justement aider ce petit patient à redécouvrir tous les mouvements qu'il sait faire avec sa langue. Parce que si pendant des années, il a été avec une langue toute bloquée, il faut l'aider à justement bien retravailler tout ça. Et tous ces exercices-là qu'on propose en post-op, est-ce que parfois on le propose justement avant l'opération, pouvoir rééduquer ça en kiné ou en logo, Ouais. pour d'abord essayer de redonner du mouvement sans l'opération? Alors, même si tu essayes de le faire avant, si le frein est restrictif, il est restrictif. Donc, tu auras beau faire tous les exercices que tu veux. En fait, ça va plus être des exercices de compensation où au final, tu vas utiliser les autres muscles ici périphériques que vraiment ta langue. Et le problème, si tu as on va dire, de la compensation, c'est qu'à la longue, ça peut entraîner des problèmes posturaux et des problèmes de douleur au niveau des cervicales, voire même des migraines, etc. Ok. Donc, Et ça, tu nous parlais, c'était ta formation avec Serenitis qui t'a ouvert les yeux là-dessus. Cathy Rigaud, sa fille Estelle. Enfin, vraiment, c'est une équipe incroyable. Si jamais un jour ils veulent venir au podcast, je pense que tu aurais beaucoup à apprendre. Je vais voir avec Cathy Rigaud si ça l'intéresse. Ouais. D'accord, ok, volontiers. Bah écoute, tout d'abord, merci d'avoir répondu à toutes les questions. Mais la dernière chose que je voudrais te dire, c'est qu'est-ce que toi, tu as envie de mentionner là maintenant? Est-ce que tu as quelque chose que tu as envie d'ajouter ou quelque chose qui te tient à cœur comme message à dire aux parents ou aux professionnels de santé? Moi, ce que j'aurais à dire, juste peut-être aux parents de faire confiance aux dentistes pédiatriques, que vraiment on n'est pas là pour torturer leurs enfants et que justement on est là pour amener un cadre vraiment paisible pour les soins dentaires et que c'est vraiment important aussi de bien faire la prévention, de venir montrer leurs enfants, de ne pas avoir peur. En plus, c'est remboursé par la mutuelle, donc il faut en profiter. Et de ne pas attendre d'être de nouveau dans le curatif, plutôt dans le préventif. Oui, voilà, quoi. Exactement. Ok. Et alors, une chose que je voulais aussi te demander, est-ce qu'il est vraiment nécessaire pour le parent de venir voir un pédodontiste ou est-ce qu'on peut aller voir le dentiste du village qui n'est pas forcément très axé enfant, mais qui prend quand même des enfants dans sa patientèle? Oui, bien sûr. Après, il y a certains dentistes qui ne veulent pas parce que en fait, ils sont pas à l'aise avec les enfants. Mais s'il y a des dentistes qui font de la générale et qui veulent recevoir des enfants, pas de souci. Après, voilà, c'est juste qu'il faut connaître ses limites dans le sens où si maintenant le dentiste se sent pas à l'aise face aux soins dentaires et qui sait qu'il risque d'avoir que le soin risque d'être traumatisant pour l'enfant, il ne faut pas hésiter à référer chez un pédodontiste, justement, parce qu'on a plein d'outils au cabinet qui permettent justement de rendre l'expérience, entre guillemets, plus agréable. Plus agréable, peut-être plus facile aussi en termes Voilà. de prise en charge, parce que vous avez les outils, quoi. Voilà, Pas hésiter à rediriger. exactement. Et qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, Iris, pour la suite dans tes projets? Écoute, que tout continue à rouler comme ça, sur des roulettes. Moi, j'adore ce que je fais, donc j'espère que ça restera comme ça, quoi. Et de la photo à crever, alors? Ouais, les deux, hein. Écoute, un grand merci en tout cas d'avoir accepté l'invitation. Merci beaucoup d'être venu nous expliquer tout ça sur le monde de la dentisterie qui parfois est un monde un peu fermé pour les gens. On voit ça un peu toujours de loin. Donc en tout cas, un grand merci d'avoir accepté. C'était très sympa de t'avoir avec nous. Pas de souci. J'espère en tout cas du fond du cœur que ça vous a intéressé et que vous avez appris énormément de choses avec nous aujourd'hui. Et merci de nous suivre encore et à très bientôt. À bientôt.